Comme veut la tradition, merci d'être venus si nombreux. Je vois que la salle est pleine et voilà, je vous remercie pour ça. You speak French? I will try to speak French, and if you have any question, okay, great, thank you. Okay, okay, fine. La présentation d'aujourd'hui en fait porte sur Exchange Server. Exchange Server, c'est un vaste sujet, mais on a essayé de le focaliser sur la partie migration. Et là également, la migration, c'est un vaste sujet. On a donc essayé de le refocaliser encore sur la partie migration hybride. Parce que comme vous le savez, il y a plusieurs types de migration. Et même la migration hybride, c'est aussi un vaste sujet finalement. On a essayé de circonscrire ce sujet en fait sur la partie migration proprement dite. J'entends par migration en fait le déplacement des données ou des ressources, des artefacts d'un endroit vers un autre. Donc voilà un peu le propos de cette présentation. On remercie bien sûr tous ceux qui nous ont donné la possibilité de nous réunir et de faire la messe d'aujourd'hui. Je ne vais pas les citer, mais ça fait des beaux schémas. Donc, moi, qui suis-je donc? Je suis Rodrigue Yengo. Je me définis un peu comme un touche-à-tout de l'IT, mais j'interviens souvent en tant qu'architecte d'entreprise ou en tant qu'architecte de solutions. Dit comme ça, finalement, ça ne veut rien dire. Je fais aussi bien du développement, de l'administration, de la gestion de projet. En gros, mon problème à moi, ou mon intérêt, c'est d'accompagner en fait les entreprises dans leur transformation digitale, dans les projets qu'ils peuvent avoir. Ces dernières années, je me suis spécialisé sur la partie cloud, aussi bien Office 365 que Azure, mais en toute franchise, je fais du développement chez moi le soir, mais les employeurs ne savent pas que je suis développeur, donc voilà, et ça me va comme ça. Donc, je suis père de 4 enfants, j'ai 3 petits-enfants, ce qui fait de moi un papy, on va dire, heureux. Donc, au sommaire aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est la migration, mais on aura 6 points qu'on va essayer d'aborder, plutôt 4. La première, c'est essayer de parler de la migration, Exchange bien sûr, et hybride de facto. Parler, on va dire, de la configuration hybride, parce que quand on parle de migration, c'est certes un déplacement, mais avant de faire ce déplacement, il y a une préparation qu'il faut faire. Cette préparation, c'est ce que j'appelle, on va dire, la configuration hybride. Et tous ces éléments doivent être alignés, donc il y a des étapes et des procédures qu'il faut vraiment respecter. Et là, vous allez me dire, mais Rodrigue, aujourd'hui, c'est PowerShell ou PowerShell là-dedans. Et PowerShell, pour moi, on va dire, c'est un outil dont je me sers pour me sortir des situations difficiles. Et donc là, une migration SharePoint, il n'y a pas, enfin, Exchange, désolé, je suis également SharePoint, il n'y a pas plus difficile que ça pour avoir besoin d'un outil tel que PowerShell, et aussi parce qu'il y a beaucoup d'opérations manuelles, donc qui nécessitent forcément de l'automatisation pour essayer de se focaliser sur des activités peut-être plus intéressantes ou plus pertinentes quand on intervient sur ce type de projet. Et j'avais prévu faire une démonstration vivante, mais malheureusement, je pense que ça risque d'être un peu compliqué. On verra ce qu'on pourra faire. Et à la fin, il y aura bien sûr des questions et des réponses. Mais surtout, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires. Ou, voilà. L'idée pour moi, c'est vraiment vous montrer le mindset, l'approche qu'il faut avoir. Je considère que tout le monde fait du PowerShell. En tant que quelqu'un utilisant en fait, le PowerShell, comment ce type d'outil peut intervenir dans ce type de projet, parce que ceux qui vont faire la migration, c'est pas forcément des gens qui connaissent PowerShell. Ils vont plutôt penser à des outils du marché, ou ils vont plutôt penser à des process définis par l'éditeur qui peut potentiellement satisfaire les besoins pour une migration de 100 boîtes, voire 200 boîtes. Mais quand on arrive à des extrémités, ou 2000 boîtes, 4000 boîtes, là, ça nécessite quand même une automatisation maîtrisée. C'est un peu ce sur quoi je vais essayer d'intervenir aujourd'hui. Donc, pardon, qu'est-ce qu'une migration hybride ? Je vais essayer de schématiser les choses. On a une organisation Exchange,
qui est on-prem, donc Exchange Server. Et de l'autre côté, on a une organisation qui est dans le cloud, qui est donc Exchange Online. Le but, c'est de partir de ce qu'on a, on va dire, on-prem et de l'emmener en fait dans le cloud. Si on a une boîte, mais je veux dire par là, ça peut prendre 5 minutes. Et après, on passe à une chose, à autre chose. Mais dans les grosses entreprises où on a plusieurs boîtes, ça ne se fait pas en 2 jours, ça ne se fait pas, on va dire, en 3 jours. Et si ce n'est que ça, bah, le patron, le big boss, il a aussi une boîte mail. Et s'il n'a pas accès à sa boîte mail, sous prétexte que tu fais ta migration, ça ne va pas le faire. Donc, il faut qu'il y ait une véritable stratégie là-dedans. Donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est que quand on parle de migration, c'est qu'on a une organisation on-prem, une organisation dans le cloud. L'idée, c'est de prendre ce qu'il y a dans on-prem et le pousser dans le cloud. Et ça se fait de manière graduelle. De manière graduelle, donc par lot, s'il faut dire. Donc, c'est pour ça que je vais parler des composants, on va dire, de la migration. On aura donc l'aspect progressif de la migration, il y aura l'aspect authentification unique, parce qu'on a 2 organisations, il faut que les utilisateurs puissent pouvoir se connecter aux 2 pendant qu'on fait la migration. Il y aura la gestion centralisée. Il faudrait que les admins aient un seul environnement pour pouvoir gérer ses ressources, ses boîtes mail et ses opérations. Il y aura la coexistence de deux domaines, parce que dans le cloud, c'est pas dit qu'on ait le même domaine et ainsi de suite. Et il y aura également, en arrière-fond, la réduction des coûts. On ne va pas dans le cloud parce qu'on veut faire beau, mais on y va parce qu'on veut sécuriser ses investissements. Il y a des aspects techniques à tenir en compte. Vu qu'on a 2 organisations, comment les gens vont faire pour communiquer? Ceux qui sont dans le cloud, est-ce qu'ils vont communiquer avec ceux qui sont en local et vice-versa? C'est là où on aura des connecteurs, on va dire, qui vont intervenir. Tout ça, c'est pour poser juste le cadre, pour dire que la migration, c'est un sujet qui n'est pas si simple que ça, c'est vraiment un sujet vaste, donc il faut qu'il y ait de la planification. Dans ce schéma, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, en mettant au centre en mettant au centre en fait un composant qui est, à mon sens, indispensable, qui est ce qu'on appelle l'hybrid configuration user. En fait, c'est l'assistant qui va simplement permettre d'implémenter cette fédération entre les 2 organisations Exchange. Donc, à la base, on a une organisation on-prem qui fonctionne. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut aller dans le cloud. Pour ça, il y a un assistant qui permet de mettre en place les éléments pour pouvoir le faire. On pourrait dire jusque-là, mais ça paraît si simple. Non, j'exclus la partie préparation de l'infrastructure, où on doit par exemple vérifier si l'infrastructure est dimensionnée pour ce faire, où on doit par exemple vérifier des prérequis tels que par exemple la synchronisation des identités, puisque les 2 organisations vont fusionner. C'est pas le propos de la présentation, moi c'est vraiment les étapes. Donc, dans cette configuration, il y aura la synchronisation de l'identité, il y aura le déplacement dont j'ai parlé, il y aura la partie protection des données, parce que les données qui vont partir du cloud, dans le cloud, ou dans le, je veux dire, en local, dans le cloud et tout, ils vont suivre, on va dire, des chemins, des flux, et ces flux doivent être sécurisés. Donc, il y a cet aspect à prendre aussi sur la partie configuration. Maintenant, les étapes et procédures. Il y a la préparation, il y a la planification, il y a plusieurs opérations à effectuer. Celle dont j'ai parlé, c'est la partie préparation, où on prépare l'infrastructure, où on prépare notamment les 2 organisations. Il y aura la partie configuration, où on va configurer les infrastructures existantes, mettant en place la synchronisation des identités, pour ne citer que cela, en mettant en place l'assistant, en modifiant l'architecture, l'infrastructure en place, à l'aide de l'assistant qui permet d'implémenter cette notion, je veux dire, hybride. Mais une fois que ça c'est fait, l'infrastructure est prête, mais jusque-là, rien n'a été déplacé. Maintenant, on va parler du déplacement. Le déplacement, c'est ce que je schématise par ce rectangle rouge ou bordeaux, qui est la migration et la partie post-migration. De la partie préparation, on va évaluer les prérequis. De la partie configuration, on va par exemple voir si
les fonctionnalités hybrides ont bien été installées à partir de l'assistant. De la partie migration, c'est là où le gros du travail de la migration va commencer, parce qu'on va s'intéresser en fait à la constitution des lots et à la migration proprement dite des boîtes mail. La partie post-migration, une fois qu'on a migré, il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'il faut qu'on décommissionne ou pas? Est-ce qu'il y a des boîtes qui n'ont pas totalement été migrées qu'il faut rattraper? Donc voilà. Et sur ces deux éléments, il y a beaucoup d'activités, on va dire, à réaliser. Généralement, si on suit cette partie, il y a beaucoup d'actions manuelles. Donc déjà, je me dis que si on peut automatiser cette partie, on réduit le risque d'erreur qu'il peut avoir dans le cadre, par exemple, d'une migration. C'est pour ça que j'ai préféré me focaliser sur ces deux éléments-là. Donc, sur la migration et la partie post-migration, qu'est-ce qu'on peut automatiser? Première des questions. Il y a un mot que j'utilise souvent, ce que j'appelle, on va dire, la notion de migrabilité. Est-ce que tout peut être migré, entre guillemets? C'est une question qu'il faut se poser. Parce qu'on est dans une organisation qui a ses spécificités. On va aller dans le cloud qui a aussi ses spécificités. Il y a certains types de boîtes mail ou d'objets à extension de messagerie qui ne se trouvent pas dans le cloud. Bah, ces objets, forcément, on ne va pas les migrer, pour ne citer que ceux-là. Et pour migrer une boîte mail ou une messagerie, cette boîte doit également répondre, on va dire, à certaines caractéristiques. Il faudrait donc effectuer ces vérifications pour s'assurer que cette boîte mail est un bon candidat pour pouvoir être migrée, pour nous éviter en fait avoir à traiter des problèmes qu'on aurait pu anticiper en amont. Il y a aussi la partie processus. Finalement, le déplacement, ce sont des opérations. Mais ces opérations, certaines se répètent, certaines se suivent. Est-ce qu'il n'est pas possible de pouvoir les automatiser? C'est pour ça que dans la partie automatisation du processus de migration, je prends ces deux éléments qui, à mon sens, on va dire, sont essentiels pour une migration hybride, entre guillemets, réussite. Pour la migrabilité, on aura un des critères, c'est que les comptes doivent être synchronisés. Une boîte mail est rattachée à un utilisateur. Cet utilisateur est présent on-prem. Pour que la boîte puisse aller dans le cloud, il faut que cet utilisateur ait également une identité dans le cloud. D'où la notion de cette identité synchronisée. Pour ça, il y a des outils tels que AD Connect qui permet de faire cette synchronisation. Mais on peut le faire par d'autres outils, PowerShell ou tout ce qu'on veut. Il faut également que ce compte puisse être, entre guillemets, stable. Il ne faut pas qu'il y ait des opérations en cours sur cette boîte mail parce qu'au moment de la migrer, ça pourrait pas lier en fait. Et tous ces éléments-là peuvent être vérifiés avec des scripts ou des commandes PowerShell. Il y a aussi le fait que dans les attributs utilisateurs qui vont être migrés, il y a des éléments qui spécifient si l'adresse email de l'utilisateur est une adresse qui s'oriente plutôt vers le cloud ou en local. Là également, les éléments à vérifier. Et également voir si le compte est verrouillé. Si le compte est verrouillé, ça se trouve déjà intégré dans un processus de migration. Bah, celui-là, en fait, on ne le traite pas. Et également, bah, ces fameux connecteurs qui permettent de router les flux selon qu'on est migré, pas migré, dans le cloud ou pas dans le cloud. Donc ça, c'est la partie, on va dire, migrabilité. Je parle un peu vite. Est-ce que jusque-là, ça va ou bon, je vais faire plus vite encore. Donc, l'automatisation des processus. En grande majorité, c'est vraiment des processus opérationnels. C'est quand on doit faire une migration, hormis la préparation des infrastructures, des environnements, il y a peut-être 3-4 commandes, on va dire, à utiliser. On peut le faire en passant par l'interface graphique, mais là, sur 2000 comptes, il faut y passer des nuits. Donc, en passant par des scripts, ça va plus vite. Donc, cette partie qui a été faite manuellement va être traduite en des scripts qui vont potentiellement tourner avec des tâches planifiées pour que les opérations puissent se faire de manière quasi autonome et, comme j'ai dit tout à l'heure, en réduisant, on va dire, les risques. Il y a la partie monitoring qui est également important parce que migrer, c'est bien.
encore faut-il savoir si, si les migrations en cours se déroulent normalement pour ne pas avoir, on va dire, à le découvrir à la fin. Il y a aussi la partie communication. Finalement, quand on migre des boîtes mail, on traite des boîtes qui appartiennent à des gens, en fait. Il faudrait qu'on puisse communiquer avec ces personnes-là. Comment est-ce qu'on fait? On communique, je veux dire, entre guillemets, de manière humaine, si j'ose dire, ou par des processus automatisés qui, selon les étapes, vont envoyer le bon courrier qui va bien à la bonne personne pour rassurer la personne que les choses sont entre des bonnes mains et que nous sommes en train de les traiter. Il arrive également qu'il y ait des erreurs. Bah, ces erreurs doivent également être corrigées. Donc, qu'est-ce qu'on fait finalement? J'ai identifié, on va dire, grosso modo, 4 étapes principales. La première partie, c'est constituer des lots. Des lots, quand on va migrer, on ne va pas migrer une boîte, mais on va migrer plusieurs boîtes, en fait. Donc, il faudrait trouver des mécanismes qui nous permettent de regrouper ces boîtes. Sur un des projets sur lesquels on avait travaillé, on s'était basé sur une base de données qui est Dataverse. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu la base de données qui héberge les données dans la Power Platform, voire dans Dynamics 365. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'on voulait donner une solution qui permettrait aux personnes en charge de la migration de pouvoir suivre, aux managers de pouvoir suivre la migration. Donc, les éléments, les informations relatives à cette migration étaient mis dans cette boîte, dans cette base de données. Et donc, les lots étaient constitués à partir des attributs de chaque ligne. Ça pouvait être la date où ça devait être migré, des champs type case à cocher qui spécifiaient le statut de la boîte, mais ça je le décrirai un peu plus tard. Et on avait la soumission du lot. La soumission du lot, une fois qu'on l'a constitué, on dit voilà, là je vais faire ma migration, c'est une commande à lancer, c'est ce fameux star migration batch en fait. C'est une commande toute simple. Cette commande prend en entrée un ensemble d'adresses email simplement. Une fois que c'est des adresses, il va vérifier dans la base de données Exchange locale si les boîtes sont présentes. Il ne se pose pas la question, il va les migrer. D'où l'importance de faire les tests en amont parce que cette commande ne va pas effectuer ces tests-là. Et si les éléments dont j'ai parlé n'ont pas été pris en compte, la migration va se dérouler, mais au bout de 2 jours, si les boîtes sont énormes, on aura des messages d'erreur disant que finalement, elle n'a pas pu se réaliser. Et comme on communique avec les utilisateurs, avec le management, allez leur dire finalement, ça ne s'est pas fait, bah, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Et comme les migrations peuvent durer par exemple 4 mois, bah, si ça se répète à chaque fois, on va se poser la question sur notre capacité à réaliser cette migration, à la mener à bout. D'où l'importance de la première phase dont j'ai parlé, de la migration, vérifier les critères de migrabilité, avoir un process et voir dans ce process qu'est-ce qui peut être automatisé. Donc, une fois que la migration, on va dire, a été lancée à partir de la commande Start Migration Batch, les boîtes sont en cours de déplacement, en fait, c'est-à-dire partent d'un espace vers une autre en passant par des phases intermédiaires. Cette opération ne se fait pas en une semaine, selon la taille de la boîte, selon également le nombre d'éléments qu'il y a de la boîte. On peut avoir des durées qui, par moment, ne sont pas, comment dire, prévisibles d'une certaine manière, parce que il peut arriver que la base est, par exemple, 5000 éléments, mais c'est 5000 éléments de petite taille, ou ça peut être 5000 éléments, mais avec des fichiers de gros volumes. Forcément, c'est pas évident de trouver le jour ou la date à laquelle la migration en cours va s'arrêter. D'où la nécessité de pouvoir faire du monitoring, de faire ce suivi et de communiquer sur ces éléments à travers les autres équipes ou les parties prenantes dans le projet de migration. Et cette communication va se faire à partir de cette deuxième commande qui est le get migration batch. Cette commande en fait va nous ramener
un ensemble d'insights qu'il faut par la suite transformer. En les transformant, on peut aboutir à avoir des dashboards qui sont très parlants sur le processus, qui permet aux uns aux autres de suivre, on va dire, la migration, et même à nous-mêmes de savoir pourquoi tel lot a pris plus de temps que tel autre, pourquoi telle boîte a eu plus de difficultés à être finalisée que telle autre, ainsi de suite. Ce qui nous donne de facto un outil pour pouvoir aller fixer les problèmes qu'on pourrait rencontrer avant même que la migration puisse être finalisée, si j'ose dire. Et une fois que la migration est en cours, on a deux possibilités. Soit elle s'arrête lorsqu'elle est complète à 95%, et là, elle s'arrête en fait. Généralement, ce qu'on fait, on va communiquer avec l'utilisateur pour dire que voilà, nous avons fait votre migration, vous allez recevoir un courrier dans 2-3 jours, disant que votre boîte est totalement migrée. L'avantage, c'est qu'on s'est assuré que 95% des données ont déjà été migrées. On ne prend pas de risque, on va dire. Mais par contre, si dès le premier jour, on dit que voilà, on migre votre boîte aujourd'hui, lui, dans sa tête, il se dit peut-être, bon, dans une semaine, ça devrait être bon. Il part en semaine, une semaine, enfin, il part en vacances une semaine, il revient 2 jours après, la boîte est toujours en cours, et ça, il ne va pas du tout apprécier, en fait. Donc là, c'est une mesure de sécurité, et même en termes de communication, c'est plutôt bien. Donc, une fois que ce mail a été envoyé, en fait, on procède à la finalisation de la migration. C'est cette fameuse commande complète migration. Et pareil, là, cette commande est relativement simple. Ce qu'elle va prendre en compte, c'est l'ID, en fait, l'identifiant du lot en cours de traitement. Dans ce lot, en fait, il y aura plusieurs boîtes mail, si j'ose dire. Il y aura un statut pour le lot, mais il y aura aussi un statut individuel pour chaque boîte en cours. Parce que si le lot est complété à 95%, mais qu'il y a d'autres boîtes qui sont par exemple à 60, 70, c'est pas bon en fait. Donc au moins s'assurer que au-delà des indicateurs globaux concernant le lot, les indicateurs à un niveau un peu plus granulaire sont également bons pour nous convaincre sur la date à laquelle la migration va être complétée. Donc, une fois qu'on atteint les 95%, on complète pour que la migration puisse se finaliser. Dans ce que j'ai symbolisé au travers ces éléments verts, c'est juste pour dire que toutes ces étapes doivent faire l'objet de validation. Et forcément, ces validations doivent se faire par des scripts PowerShell. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ces scripts, mais ce sont vraiment des scripts relativement simples. Des scripts relativement simples. Pour constituer des lots, par exemple, on se dit, bon tiens, sur quelle base on va les constituer puisqu'il peut y avoir des interdépendances, des gens, par exemple, qui travaillent dans un même service, avec des délégations dans les mails, dans les boîtes, les calendriers, ce genre de choses, il vaut mieux les migrer de manière groupée pour pas que telle personne qui a fait accès au calendrier de son manager ne puisse plus accéder, on va dire, à ce calendrier-là. Donc, la constitution des lots en soi, c'est vraiment ce qui peut faire qu'une migration peut réussir ou ne pas réussir. C'est vraiment quelque chose de très important. Est-ce que cette partie, on peut la scripter honnêtement, je dirais non. C'est vraiment des choix humains. On définit les critères sur la base sur laquelle, on va dire, ces lots vont être constitués. Généralement, ces critères ne seront pas parfaits. Il y aura toujours un peu de casse, mais on fait au mieux. Mais c'est vraiment un élément nécessaire pour être sûr que les personnes ayant des intérêts, entre guillemets, communs, parce qu'ils ont des délégations, et ainsi de suite, sont migrées en même temps. Donc, il y a une vérification à faire à ce niveau-là. La soumission des lots. La soumission de lot, c'est pour dire que voilà, telle personne est intégrée dans tel lot, donc il est en cours de migration. Il ne faudrait pas que l'équipe IT aille apporter des modifications dans sa boîte parce qu'il pourrait avoir une sorte d'incohérence entre ce qu'on a de la base et ce qui a été potentiellement poussé. Généralement, on va poser
un verrou sur cette boîte pour qu'elle puisse ne pas faire l'objet de modifications. Le déplacement des balles. Le déplacement de balles, en fait, est un processus continu. Généralement, ce qu'on fait, moi, ce que j'ai fait dans certains projets sur lesquels j'ai travaillé, on a mis en place, on va dire, une routine qui allait vérifier le batch en permanence et les boîtes mail présentes dans chaque lot en permanence, et toutes les informations collectées étaient affichées en fait dans un tableau de bord où le management, les utilisateurs concernés par cette migration pouvaient avoir des informations afin de savoir plus ou moins si ça se passait bien, s'ils devaient s'inquiéter, et ainsi de suite. Après, s'il faut parler de chaque partie, sur la partie, par exemple, conversion, on a une boîte qui est en local, qui a des caractéristiques bien précises. Cette boîte, en fait, va être transformée dans une boîte qui a une nature plus ou moins différente parce qu'elle vend dans le cloud et tout. Donc, cette transformation, elle se fait à ce niveau-là, en fait. Et c'est là où je disais que selon la taille, le nombre d'éléments, la durée n'est pas forcément la même. C'est pas simplement je prends, je déplace. Non. Je prends, je transforme. Une fois que la transformation est faite, je passe maintenant à l'étape de déplacement. Et donc, il y a des outils qui s'occupent de cette partie-là. Et après, une fois que c'est fait, il y a une suppression. La suppression, c'est simplement dire que telle boîte mail a été migrée, elle se trouve dans le cloud, logiquement, elle n'a plus lieu de rester, on-prem. Et à ce moment-là, il y a également des notifications qui sont envoyées aux différentes parties intéressées. Donc, ça donne quoi concrètement? Dans la démo que j'avais prévue, je vais voir si ça passe, l'idée c'était d'automatiser en fait les vérifications que j'ai qualifiées, on va dire, de prérequis, notamment ce qui nous permet d'avoir un indicateur de migrabilité, non pas par lot, mais pas individuellement par boîte, se dire que est-ce que telle boîte peut être migrée ou pas. Ça, c'est quelque chose qui peut être automatisé. Il y aura la partie gestion du processus workflow. On a vu qu'il y avait en fait plusieurs étapes, et en mettant en place des tâches planifiées qui vont interroger les lots en cours de traitement et les boîtes au sein de ces lots, on peut avoir des indications de suivi qui nous permettent de monitorer, complètement le processus en cours. Il y a la partie automatisation de la suivi des performances. Finalement, pendant la migration, les ressources de l'infrastructure sont mises à rude épreuve parce que c'est des quantités de données qui se déplacent. On peut avoir des problèmes de bande passante qui va faire que les utilisateurs, si c'est à des heures d'ouverture, finalement, ils n'auront pas une bonne expérience, ou même nous, la vitesse à laquelle les boîtes vont être poussées dans le cloud ne sera pas celle qu'on aurait escomptée. Donc là, il y a un suivi de performance à avoir pour pouvoir optimiser les migrations prochaines. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un tableau de bord. Voilà un peu ce que ça donne. Mais je ne sais pas si... J'essaie d'ouvrir ça. Donc, voilà un peu le type de tableau qu'on peut trouver. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait mis en place une tâche planifiée qui allait requêter les travaux en cours, les données récupérées étaient mises dans une base Dataverse. On avait juste besoin d'avoir un espace de stockage, mais on aurait pu tout aussi bien mettre ces données qu'on récupérait par nos requêtes dans une base de données quelconque, voire une liste SharePoint. Et une fois qu'on avait ce corpus, on a constitué, on va dire, un Power BI, un dashboard qui, lui, s'alimentait de ces données,
pour nous donner des informations pertinentes sur la nature, on va dire, de notre process. Qu'est-ce que ce tableau, on va dire, a révélé? C'est assez intéressant. Tout à l'heure, j'ai dit que quand on fait une migration, il y a des assessments qui doivent être faits sur l'infrastructure, sur comment on va dire, sur la capacité, sur le volume à traiter, ainsi de suite. Et généralement, on nous donne des données qui, par la suite, ne se révèlent pas bon. L'équipe réseau peut dire que voilà, nous, la vitesse de transfert dans notre réseau, c'est ça, la bande passante, c'est celle-ci. Et nous, on peut planifier, comment dire, nos migrations en fonction de ces éléments. Si quelqu'un te dit que ma voiture, elle peut aller jusqu'à 400 km à l'heure, Paris, Lyon, tu peux te dire, bon, en 1 heure, ce sera bouclé. Sauf qu'en roulant, tu te rends compte que c'est pas 400, mais c'est 20 km à l'heure. Toi, si tu as pris des engagements pour dire que je serai à Lyon dans 1 heure, bah, tu es un peu de la merde, en fait. Lui, c'est plus de sa faute. Et au début, on avait un peu de difficulté. Ouais, mais votre migration, elle avance pas. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je vous dis que pour nous, c'est un peu chaud parce que on n'avait pas de réponse à leur donner. On se disait, mais on fait tout bien. Pourquoi on n'y arrive pas? Et là, finalement, quand on a mis en place ce dashboard, on leur a simplement dit, écoutez, je vais prendre quoi comme exemple? Bon, les couleurs n'apparaissent pas bien, mais là, ça, en bleu, c'est la valeur qu'on a réellement. Mais, comment on va dire, les assumptions qui nous ont été données, on va dire, les hypothèses qui nous avaient été données, étaient supérieures de la réalité, en fait. D'où l'exemple de la voiture que j'ai prise. Donc là, ça nous permettait de justifier, écoutez, mais les retards qu'on a, c'est pas du fait de la migration en elle-même, c'est juste que les éléments de mesure qui nous ont été donnés ne sont pas vrais. Et pour ce projet, la petite histoire, c'est Microsoft qui avait fait ces assumptions. Et non, on se dit que c'est Microsoft qui l'a fait. Bon, ça ne sert pas qu'on aille vérifier. Bah, c'était un peu une erreur finalement, quoi. Et là, on s'est rendu compte que bah, finalement, c'est pas nous qui avions un problème, c'est juste que le réseau, enfin, chez le client, n'était pas dimensionné pour ce type d'opération. Donc voilà un peu ce qu'on a pu faire à ce niveau-là. Après, sur le process en lui-même. J'ai essayé de schématiser un peu pour montrer un peu ce qu'on a fait. En fait, on s'est servi de 3 tâches planifiées qui sont symbolisées par ces petits carrés ronds. La première tâche, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait simplement lire le contrôleur de domaine. On s'était créé, on va dire, des unités d'organisation. Dans cette unité, on mettait toutes les personnes qui étaient susceptibles d'être migrées dans la boîte, étaient susceptibles d'être migrées dans le cloud. Ayant cette base ou cette source, on avait une tâche planifiée qui allait lire tous les jours dans cette base pour voir s'il y avait des nouveaux candidats qui avaient été rajoutés. Et s'il y avait des nouveaux candidats, qu'est-ce qu'il faisait en fait? Il les mettait dans notre SharePoint, mais plutôt une liste. J'ai dit tout à l'heure que c'était Dataverse, mais quand on avait commencé, on avait commencé avec SharePoint. Après, pour d'autres raisons, on est passé par Dataverse. La raison principale était que nos tableaux de bord avaient beaucoup de succès et même les utilisateurs voulaient également avoir accès à ce qui se passait en ce qui concerne, on va dire, leur boîte mail. Ce qui posait quand même des problèmes de sécurité, de confidentialité. En passant par Dataverse, on profitait de la possibilité d'avoir la sécurité au niveau de chaque ligne. Donc, on accordait à chaque utilisateur le droit d'accéder à la ligne qui le concernait et au manager le droit d'accéder à son équipe, ainsi de suite. Et ça de manière native sans avoir à faire du développement, d'où le fait qu'on passe vers cette solution. Donc, il avait pour but de récupérer les données, les mettre dans notre base. Et après, il y avait une deuxième tâche. Qu'est-ce qu'elle faisait? Son rôle, en fait, était de vérifier ce qu'on appelle, on va dire, ces critères de migrabilité. Est-ce que pour l'ensemble des critères connus, cette base ou cette boîte, je veux dire, est compliante, je veux dire, remplit les conditions? Si c'était le cas,
dans ce cas, on lançait la migration, donc on faisait migration batch. Et quand c'était pas le cas, en fait, il y avait un mail qui était envoyé à l'équipe IT en leur donnant, on va dire, des indications, ce qui leur permettrait, eux, d'aller corriger. Et le script, il enlevait l'utilisateur, on va dire, dans la base cible, il la remettait, on va dire, à la source, en attendant que la correction soit faite. Donc, une fois que cette vérification a été faite, au niveau de notre base de données, il y avait des updates qui étaient mis en place. Ces updates, c'était quoi en fait? On avait défini une liste de critères qui nous permettaient de savoir si tel point est validé, ça passait sur OK, OK, OK. Et quand tous ces critères, on va dire, étaient réunis, à ce moment-là, la migration passée, on n'était plus dans le nom, on n'était plus dans le yes, et là, elle suivait son cours. Et c'est là où intervient cette moulinette qui allait régulièrement regarder le déplacement en cours pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Et ces informations étaient également poussées dans notre liste, puisqu'il y avait des champs qui étaient prévus d'avance, mais qui étaient remplis par les informations récupérées au travers de cette moulinette. Donc, avec notre liste remplie au jour le jour, si j'ose dire, de manière quotidienne, on avait une source suffisamment fournie pour pouvoir produire le dashboard qu'on avait, je veux dire, que je vous ai montré tout à l'heure. Mais c'est pas tout, puisque finalement, à chaque étape, il y avait un mail qui était envoyé à l'utilisateur. Quand les critères de migrabilité étaient tous remplis, il recevait un mail disant que voilà, votre boîte mail va être migrée à J+14, ce qui lui permettait déjà de s'organiser. On lui donnait quelques consignes, notamment supprimer les mails très anciens, qui n'avaient peu d'importance, ce qui permettait de réduire, on va dire, la boîte mail. On lui expliquait pourquoi, donc il savait tout ça. Et quand la migration démarrait, il recevait également un mail. Quand on arrivait au fameux 95%, il recevait également un mail. Et quand on faisait la finalisation, il recevait également un mail avec la documentation lui expliquant comment se servir de sa nouvelle boîte qui se trouvait dans le cloud et ainsi de suite. Donc, il y avait cet accompagnement. Ce que je n'ai pas dit, c'est que cette moulinette, elle s'alimentait à 3 endroits. Elle se basait notamment sur les éléments qu'on avait déjà de la liste, donc qui provenaient du contrôleur de domaine, mais elle allait également regarder dans la base de données Exchange on-prem pour voir si la base il y avait un virus sur la base, si la base était entre guillemets vérolée ou s'il y avait un souci, et ainsi de suite. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on a géré notre migration. C'est une session sur du PowerShell. Vous l'aurez compris, il n'y a vraiment pas beaucoup de PowerShell dans cette session. Mais la raison est toute simple en fait. Comme je l'ai dit, il y a 3 commandes qui permettent de faire la migration Exchange. Le reste des commandes, c'est pour aller voir si tout se passe bien, c'est pour aller voir si la base de données a des soucis, ainsi de suite. C'est plutôt des commandes qui vont être utilisées en amont même de la migration en elle-même. Mais finalement, dans les projets de migration, ce qui va faire qu'une migration est réussie ou pas réussie, du moins pour l'expérience utilisateur, c'est la migration en elle-même. L'utilisateur, il s'en fout de savoir si l'infra est bien dimensionné ou pas. Ce qui va compter, est-ce que je retrouve tous mes mails et ainsi de suite. Et c'est là où on a essayé de mettre toute notre attention. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. J'espère que vous m'avez suivi et que vous n'avez rien raté. Et donc voilà. Donc si vous avez des questions, c'est un peu short là, mais let's go. Par curiosité, tu as des exemples de types de données que tu allais voir dans la base de données pour vérifier si elle était corrompue ou autre? Ouais, ça existe. Mais honnêtement, la documentation sur cette partie, elle est bien fournie en fait. Elle est bien fournie. C'est pour ça que c'est même pas que je veux faire une requête complexe en mettant de la logique. Non, en fait, tu lances une commande, ça te rapporte les données, mais les données dont tu as besoin. Les seules transformations que tu vas faire, il va par exemple te renvoyer les tailles, je sais pas moi, en mégabits, alors toi tu les fais en gigas, ainsi de suite. C'est là où justement le fait d'avoir un dashboard où tu peux faire ces transformations peut t'apporter, je veux dire, un plus. Mais les commandes, elles sont librement accessibles. Voilà.
Et sur ce projet, j'ai été présenté en tant qu'architecte Exchange. Je vous avoue que j'avais jamais fait de l'Exchange. Mais je me suis dit, bon, bah, avec du PowerShell, on peut tout faire. Juste comprendre comment ça fonctionne, comment je peux m'organiser pour être sûr que j'ai la maîtrise de mon process. Et finalement, c'est ce qu'on a fait et bah, ça s'est plutôt bien passé en fait.